tous. Bienvenue à notre deuxième séance de cours qui est consacrée cette fois-ci au grand courant de la pensée économique. Vous avez toujours eu votre facilitateur, Dr Lassana Touré, ancien chercheur à la faculté d'agronomie et de médecine animale de l'université de Sékou. En introduction, il faut savoir que parmi les courants qui ont marqué l'histoire de la pensée économique, nous pouvons retenir le mercantilisme, la physiocratie, l'école classique, l'école néoclassique, le marxisme, l'école keynésienne, le monétarisme. Donc, voici un peu les courants qui ont vraiment marqué l'histoire de la pensée économique, ce que nous pouvons retenir. Le mercantilisme, qui date de 1450 à 1750, c'est un courant qui considère que la richesse d'un pays est fonction de la quantité d'or, d'argent et de métaux précieux qu'un pays possède. Le mercantilisme a pris plusieurs formes. La première forme de mercantilisme, qu'on appelle généralement le mercantilisme primitif, il fut pratiqué par l'Espagne et le Portugal. Et il se caractérise notamment par ce qu'on appelle la recherche de l'or, dans les colonies, et également par la mise en place d'une réglementation limitant les sorties de métaux précieux. Donc ça, c'est un peu la méthode d'application du mercantilisme primitif. Donc, se caractérise notamment par ce qu'on appelle la recherche de l'or dans les colonies et par la mise en place d'une réglementation limitant les sorties de métaux précieux. La deuxième forme de mercantilisme, on appelle généralement le mercantilisme industriel ou le colbertisme. Ce mercantilisme industriel ou le colbertisme, il fut pratiqué par la France. On lui donne le nom de Jean-Baptiste Colbert parce que d'abord Jean-Baptiste Colbert est un ancien ministre de Louis IV au 7e siècle. Ce mercantilisme repose sur l'idée que l'or et l'argent peuvent être acquis grâce à un excédent de la balance commerciale, donc les exportations supérieures aux importations. Ils disent également pour que les exportations puissent être supérieures aux importations, il faudrait notamment accroître les exportations des produits industriels. Donc, il faut tout faire pour que les produits industriels puissent accroître ou même manufacturer. Et pour cela, l'État doit aider au développement des industries et accompagner les industries à avoir un certain nombre de développements pour pouvoir exporter les produits industriels ou manufacturés. Ensuite, la dernière forme de mercantilisme, qu'on appelle généralement le mercantilisme financier et commercial, ce mercantilisme fut pratiqué par la Hollande et l'Angleterre. L'idée, c'est que c'est par le commerce qu'un pays s'enrichit. Et en termes de méthode, le pays doit ériger, donc protéger les barrières à l'entrée des produits étrangers. Et pour cela, pour pouvoir favoriser les produits locaux. Donc, si on protège les barrières à l'entrée des produits étrangers, cela va favoriser les produits locaux. L'État doit également créer une compagnie commerciale qui va échanger partout dans le monde. Et parallèlement aussi, il faudra que l'État fait tout pour baisser le taux d'intérêt, pour pouvoir rendre le crédit moins cher. Ensuite, nous allons passer à la physiocratie, qui date de 1750 à 1775. Pour les physiocrates, la philosophie économique, il y a eu un groupe d'auteurs dont le chef de file est François Quesnay, donc le chef de file des physiocrates. Il s'appelait François Quesnay. Il est né en 1694 et décédé en 1774. Son ouvrage majeur est le tableau d'économie d'ensemble, publié en 1758. Les physiocrates rejettent la thèse du mercantilisme. Ils pensent au contraire que seule la terre est productrice de richesse. Donc c'est en cultivant la terre qu'on crée une nouvelle richesse.
qu'ils qualifient de produit net. Je vous donne un exemple. Le bois travaillé par le menuisier, pour eux, c'est ça une recherche. Par exemple, quelques kilogrammes de riz cultivé par un agriculteur. Donc, ils rejettent vraiment la thèse des mercantilistes et ils pensent que c'est seule la terre qui va promouvoir la richesse. Les physiocrates aussi distinguent trois grands acteurs de l'activité économique. D'abord, la classe productive ou la classe des agriculteurs. Donc, il va y avoir une classe productive qui va s'occuper de l'agriculture. Il va y avoir une classe des propriétaires fonciers, qu'on appelle généralement aussi la classe royale. Également aussi, on va avoir une dernière classe. Donc, la classe des propriétaires fonciers, c'est une classe qui est destinée à vendre, à faire louer des terres, donc parce que c'est à cette classe à qui la terre appartient. Donc, cette classe aura pour rôle de pouvoir louer des terres à la classe productive. On a une dernière classe qu'on appelle la classe stérile. Donc, cette classe va être composée des artisans, des commerçants, de la profession libérale comme les médecins, les avocats, etc. Donc, François Quesnay fut connu par son outil qu'on appelle le tableau d'économie d'ensemble. Donc, en grand B, notre deuxième classe, ici qu'on appelle la classe, qu'on appelle la physiocratie qui date de 1750 à 1775. Ici, nous vous présentons un modèle de tableau d'économie d'ensemble simplifié en milliards de francs CFA. Si vous regardez ce tableau, en colonne, vous avez la classe productive, la classe des propriétaires fonciers, la classe stérile, et vous avez la production totale. En ligne également, vous avez la classe productive, la classe des propriétaires fonciers, la classe stérile et le total des dépenses. Donc, euh, comment fonctionne maintenant ce tableau? Si on suppose qu'en début de période, la classe productive dispose de la totalité de la richesse, soit 5 milliards, donc la classe productive va utiliser 2 milliards pour le maintien de leur production et leur subsistance. Ensuite, 2 milliards aux propriétaires fonciers pour payer les loyers des terres. Et enfin, 1 milliard à la classe stérile, n'est-ce pas, pour acheter des produits à la classe stérile ou bien pour se soigner auprès des médecins, etc. Et le total de la dépense en début de période pour la classe productive va faire les 5 milliards. D'accord? Donc, de l'autre côté, la classe des propriétaires fonciers, euh, la classe des propriétaires fonciers qui ont reçu les 2 milliards vont remettre les 1 milliard à la classe productive pour l'achat des produits agricoles, 1 milliard à la classe stérile pour l'achat de bijoux et autres, vu que c'est la classe royale. Donc, on aura un total de 2 milliards également ici, total de dépenses. Donc, cette classe stérile qui a reçu 1 milliard de la classe productive et 1 milliard de la classe propriétaire foncier, qui lui fait les 2 milliards, donc va utiliser l'ensemble de ces 2 milliards pour acheter des produits agricoles à la classe des propriétaires fonciers, ce qui lui fait également un total de 2 milliards. Donc si on fait 2 plus 1 plus 2, ça vous donne 5. 2 plus 0, ça fait 2. 1 plus 1 plus 0, ça fait 2. 5 plus 2, ça vous fait 9. Donc, avec ce tableau, François Quesnay est considéré comme le précurseur de la comptabilité nationale, donc la personne qui a mis en place la comptabilité nationale. On a également connu d'autres physiocrates qui sont des libéraux. Ils préconisent également la liberté du commerce. La liberté du commerce ici, qu'est-ce qu'on attend par liberté du commerce? Donc, laisser faire les gens, laisser passer les marchandises entre les pays, ce qui va permettre aussi d'obtenir des bons prix pour les produits agricoles. Ensuite, on va passer à l'école classique. L'école classique, nous avons Adam Smith. D'abord, l'école classique qui date de 1756 à 1850. Le fondateur est Adam Smith. Euh, la publication
principal, c'est que c'est la richesse sur la nature et les causes de la richesse de la nation qui a été publiée en 1776. La pensée de l'école classique, c'est vraiment, il considère que ce qui est bien pour un individu est bien pour la collectivité. Donc, c'est-à-dire que l'intérêt particulier s'identifie à l'intérêt général. Donc, si on laisse faire les individus et laisser passer les marchandises, une main invisible passera l'économie vers le plein emploi. Donc, comme je dis, c'est que derrière cette théorie, laisser faire les individus, laisser chacun faire ce qu'il veut, et on va laisser passer les marchandises entre les différents pays. Donc, il y aura une magie, une main invisible qui va passer l'économie vers le plein emploi. Donc, autrement dit, ce qui est bien pour un individu est aussi bien pour la collectivité. Donc, les intérêts particuliers vont s'identifier à l'intérêt général. Donc, pour cette école, le rôle de l'État, c'est un rôle d'État gendarme. Donc, l'État gendarme ici veut dire que l'État va se limiter uniquement à la fourniture de biens collectifs et la surveillance des règles de la concurrence, c'est tout. L'État gendarme, donc l'État va se limiter uniquement à la fourniture des biens collectifs et également à la surveillance des règles de la concurrence. Smith pense également que la division du travail qui permet d'accroître la richesse. Donc, la division du travail, donc, diviser le travail en une plus petite quantité possible pour qu'il y ait plusieurs personnes dans la chaîne de production, c'est ce qui va permettre d'accroître la richesse. Smith a eu également des disciples comme David Ricardo, Jean-Baptiste Say, Thomas Malthus. Donc, le premier disciple d'Adam Smith, il s'appelle David Ricardo. Euh, pour David Ricardo, son ouvrage majeur est Le principe d'économie politique, qui a été publié en 1817. La thèse d'Adam Smith, c'est que la division du travail comme facteur de croissance de la richesse d'un pays et comme fondement du commerce international. Donc, il insiste à son tour que vraiment c'est la division du travail comme facteur de la croissance de la richesse d'un pays et même également plus loin, c'est le fondement même du commerce international. Donc, pour David Ricardo, il construit également ce qu'on appelle une théorie de la répartition du revenu, soit en rente foncière, en salaire et profit. Donc, pour David Ricardo, la rente foncière, c'est ce qu'on appelle le revenu des propriétaires fonciers. Et le salaire, c'est vraiment le prix qu'on va payer aux travailleurs. Donc, il va être déterminé par l'offre et la demande du travail, notamment sur le marché du travail. Et il dit également, ce qui est important, c'est que le prix du travail a tendance à se fixer à son prix naturel. Donc, le prix naturel du travail, c'est le prix qui fournit aux travailleurs ce qu'on appelle un revenu de subsistance. Et pour lui, le profit aussi, c'est le revenu de l'entrepreneur. Donc, le profit, comme on le sait, c'est un revenu qui est résiduel. C'est ce qui va rester à l'entrepreneur une fois qu'il ait versé la rente foncière. Ensuite, on passe à Jean-Baptiste Say. Son ouvrage principal est le traité d'économie politique, qui a été publié en 1803. Il s'est rendu célèbre sur ce qu'on appelle la loi des débouchés. Cette loi des débouchés stipule que l'offre crée sa propre demande. En d'autres termes, toute production de biens et de services va entraîner également la distribution de revenus nécessaires à leur acquisition. Donc pour lui, la crise de sous-production n'existe pas. Donc toute personne qui produit aura forcément un client potentiel. Donc ça c'est extrêmement important. Donc la surproduction est impossible. Ensuite, Thomas Malthus, on passe à Thomas Malthus. Pour Thomas Malthus, son ouvrage principal, c'est l'essai sur le principe de la population, publié en 1798. La base de sa théorie, il a d'abord recherché la réponse à la misère dans son pays, en Angleterre, à la fin du XVIIIe siècle. Qu'est-ce qu'il a constaté? Il a constaté que la population augmente beaucoup plus important que les moyens de subsistance. Donc pour lui, cet écart est source de misère. Et que si on ne fait pas attention, la nature va se charger de rétablir l'équilibre. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il préconise comme solution? Il pense qu'il faut supprimer l'aide aux pauvres
Et il faut supprimer, suppression également, supprimer le fait d'avoir des enfants et de mariage aux pauvres. Donc ça, c'est la solution qu'il donne comme, comme problème de la surpopulation. Ensuite, on passe au courant néoclassique. Les auteurs fondamentaux du courant néoclassique, c'est vraiment Léon Warras, Stanley, Givon, Pareto. Pour les néoclassiques sont considérés d'abord comme les héritiers des classiques, du fait de leur philosophie libérale. Donc également, ils se distinguent des classiques, cependant ils se distinguent des classiques par les thèses sur la valeur d'un bien. Donc pour les néoclassiques, la valeur d'un bien dépend de son utilité marginale, donc l'utilité de la dernière unité d'un bien. Donc, je peux vous donner un exemple. Par exemple, une personne qui a une quantité d'eau beaucoup plus importante, il va utiliser cette quantité d'eau pour arroser, pour laver sa voiture, pour faire beaucoup de choses. Mais dès que la quantité de l'eau commence à diminuer, c'est en ce moment qu'il va se mettre à son utilité marginale. Là, en ce moment, il va plus utiliser l'eau, il va utiliser l'eau uniquement pour les besoins les plus urgents, tels que cuisiner, tels que boire, etc. Donc, il ne va plus se permettre de jouer avec l'eau comme il le fait avec quand il a une quantité beaucoup plus importante. Donc les néoclassiques aussi sont des fondateurs de la microéconomie, c'est extrêmement important, la microéconomie. Ensuite, on va passer aux marxistes. L'auteur principal des marxistes, c'est Karl Marx, 1818-1833. Son ouvrage principal, c'est Le Capital, qui a été publié en 1867. Également le manifeste du Parti communiste en 1848 avec François Engels. Donc l'analyse marxiste est dominée par le matérialisme historique. Si je vous donne un exemple, vous savez que l'évolution, si on regarde l'évolution des systèmes économiques, on constate qu'ils sont en changement permanent. D'abord, on a vu par exemple que l'économie capitaliste a remplacé l'économie féodale. L'économie féodale aussi s'est substituée à l'économie esclavagiste. Mais ce qui est intéressant, dans chaque système, on trouve toujours une classe qui est dominée et une classe qui est dominante. Je vous donne un exemple. Si on prend par exemple l'économie féodale, la classe dominée dans l'économie féodale est constituée par les serfs et la classe dominante par les nobles ou seigneurs. Mais si on prend également l'économie esclavagiste, la classe dominée dans l'économie esclavagiste est l'esclave et la classe dominante est le maître. Et enfin, si on prend l'économie capitaliste, dans l'économie capitaliste, le travailleur est la classe dominée et le capitaliste ou les bourgeois sont sont les classes dominantes. Donc, le fondement de la domination dans l'économie capitaliste est fondé sur ce qu'on appelle la propriété des moyens de production. Dans une telle économie, les travailleurs sont exploités par les capitalistes qui les extorquent ce qu'on appelle la plus-value. La plus-value, ce n'est rien d'autre que le travail non payé. Voilà. Donc, c'est la différence entre la valeur produite et produite par la force du travail, hein, donc le travailleur, et la valeur de la force de travail, donc ce qui est payé au travailleur. Donc, l'ampleur de l'exploitation du travailleur est mesurée par ce qu'on appelle le taux d'exploitation ou le taux de plus-value. Donc, ce taux de plus-value, c'est la plus-value sur la valeur de la force du travail ou le capital variable. Donc, ici, le taux de profit aussi, on peut mesurer aussi le taux de profit, nous fait la plus-value, n'est-ce pas, que l'on va diviser par le capital constant plus le capital variable. Donc, le K ici, c'est le capital constant et le W, c'est le capital variable ou la force du travail. Donc, les marxistes nous disent que ce taux de profit est très important dans la thèse de Marx parce qu'il a tendance à diminuer. Donc, c'est la loi de la baisse tendancielle du taux de profit. On va
comment on peut expliquer la tendance de la baisse du taux de profit? On a dit que le profit, c'est la plus-value sur le capital constant plus le capital variable. Ici, le bêta est ce qu'on appelle la composition organique du capital. C'est le capital constant sur le capital variable. Donc ici, on peut tirer le K, c'est bêta fois W. Donc on vient remplacer K par sa valeur et ça nous fait plus-value sur bêta W plus W, ce qui montre que pi égale à plus-value sur W facteur de bêta plus 1. Donc Marx rappelle que la plus-value n'est produite que par le capital variable. Or, la concurrence entre les capitalistes les pousse à augmenter ce qu'on appelle le capital constant au détriment du capital variable. Donc cela entraîne ce qu'on appelle une augmentation de la composition organique du capital et va fixer une baisse du taux de profit. Donc si la plus-value est constante, cela va créer tous ces paramètres. Donc il y a plusieurs contradictions. La première contradiction, c'est la volonté de rechercher plus de profit et la volonté d'exploitation des grandes majorités. Donc c'est-à-dire les travailleurs en leur versant que le salaire de subsistance, il se posera alors tôt ou tard ce qu'on appelle un problème de débouché pour la production. La deuxième contradiction, c'est vraiment la désorganisation de la production qui va être due à l'absence d'une planification centrale. Donc en définitive, Marx prédit une autodestruction du système. Donc si on continue avec cette notion de capitalisme, donc d'extorsion du capital, de la plus-value, ben, en définitive, Marx prédit une autodestruction du système capitaliste. Le chef de file des keynésiens, c'est John Maynard Keynes. Son ouvrage principal, c'est la théorie générale de l'emploi et de la monnaie, publié en 1936. Keynes est un contemporain de la crise de 1929. Donc, Keynes a essayé d'abord de comprendre les raisons de la crise de 1929. Il a tenté d'apporter des solutions. Donc, on a tous connu la crise de 1929. D'abord, pour lui, il s'oppose au concept classique et néoclassique, où dans ce système, on régnait le plein emploi. Il dit que dans le concept classique qui est de laisser faire, laisser aller, où il faut faire de la surproduction. Donc, il s'oppose à ce concept de classique et qui prône le plein emploi. Il s'oppose à ça. Également, il dit que l'origine de la crise, selon Keynes, c'est une insuffisance de la demande effective. C'est-à-dire, la demande effective, c'est la demande anticipée de biens et de services par les producteurs. Donc, le fait qu'on n'a pas anticipé la demande des biens et services, c'est ce qui a entraîné la crise de 1929. Donc, pour lui, l'insuffisance de la demande effective, c'est ce qui a entraîné une baisse de l'investissement et de la récession, également de la baisse de la production. Donc, la solution que Keynes a apportée, il dit qu'il faut que l'État intervienne par le budget, l'investissement public. Donc, l'État doit intervenir dans l'économie en construisant des routes, des hôpitaux, pour relancer un peu l'économie. Également, accroître la consommation des ménages en diminuant les impôts. Okay? Et cette thèse de Keynes est qualifiée d'État-providence, à la différence de l'État gendarme. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle le courant monétariste. Le chef de file est Milton Friedman, 1912-2006. Donc, son ouvrage majeur, c'est l'histoire monétaire des États-Unis en 1963. Également, en 1962, il a publié Le capitalisme et liberté. Pour les monétaristes, leur théorie de base, ils privilégient l'économie de la quantité, ils privilégient l'évolution de la quantité de monnaie dans l'explication des crises économiques. Pour les monétaristes, si on a une quantité excessive d'argent dans l'économie, cela va créer l'inflation, donc la hausse généralisée des prix. Et si la création monétaire aussi est insuffisante dans une économie, cela va créer une récession. Donc la récession, c'est qu'il n'y a pas de croissance. Donc pour lui, la solution, c'est vraiment une régulation de la quantité de monnaie en circulation pour éviter de tels problèmes. Donc, il faut régler la quantité de monnaie dans l'économie. Donc on doit avoir une économie où il n'y a pas trop d'argent et une économie aussi où il n'y a pas moins d'argent. Donc il faut régler la quantité de monnaie en circulation et en ce moment, on va éviter les crises économiques. Donc en conclusion, aucune des théories étudiées précédemment n'a apporté de réponse satisfaisante à la crise qui a secoué les économies africaines dans les derniers quarts du XXe siècle.
Vous avez la période actuelle est marquée par ce qu'on appelle l'effacement de toute théorie véritablement dominante. Un pays peut passer de l'application d'une théorie économique à l'autre au gré des changements de gouvernement et de leur orientation politique. Et on peut tenter tout de même de dégager deux courants principaux. Ouais, en fait, on a le courant néo-keynésien qui prône l'intervention de l'État pour maintenir et améliorer de façon continue le système économique. On les appelle généralement des gouvernements de gauche, certains les appellent des social-démocrates. Et vous avez également le courant néoclassique qui considère que les interventions répétées de l'État sont responsables du mauvais fonctionnement de l'économie du pays. On les appelle généralement les gouvernements de droite ou les conservateurs. Donc c'était un peu sur ces questions, ces quelques points que je vais échanger avec vous en quelques minutes. Merci beaucoup. Thank you so much.